bienvenue à toutes et à tous. C'est vraiment un grand plaisir, il y a le son là qui revient là, de célébrer deux figures emblématiques de la science, Yvonne Choquet-Bruhat et Cécile de Witt-Moret. Donc ces deux grandes scientifiques et amies ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'Institut des hautes études scientifiques où nous sommes réunis aujourd'hui. Alors, Yvonne et Cécile étaient en lien avec l'IHES bien avant que j'arrive, mais moi, ce que j'ai vu de Yvonne, c'est qu'elle aimait passer du temps à l'IHES, elle venait déjeuner à l'Institut, en général en compagnie de Thibaut. Ces repas, c'était beaucoup plus que des simples pauses. C'était l'occasion d'échanges intellectuels très riches, mais aussi des idées scientifiques, mais aussi des anecdotes personnelles. Et tout ça se mêlait très naturellement. Et Thibaut appréciait beaucoup ces moments avec Yvonne. Et on apprenait beaucoup, et c'était une manière de s'inspirer de son immense savoir et de son expérience. Cécile de Witt-Moret était déjà au conseil d'administration de l'IHES depuis 1996, avant mon arrivée en 2013. Et quand je suis arrivé, elle a fait preuve d'une très grande bienveillance à mon égard. Elle m'a accordé beaucoup de temps pour discuter, me prodiguer des conseils avisés et m'encourager dans mes nouvelles fonctions. Ces paroles empreintes de sagesse et d'expérience m'ont été vraiment d'un grand soutien. Donc ces deux femmes, par leur présence et leur engagement, ont profondément marqué l'IHES et continuent d'inspirer ceux qui ont eu la chance de les côtoyer. Donc comme vous le savez probablement, l'IHES est un centre de recherche international en mathématiques et en physique théorique. Nous sommes membres fondateurs de l'Université Paris-Saclay et reconnus d'utilité publique. On a été créé en 1958 sur le modèle de l'Institute for Advanced Study. Peut-être on dira un peu plus sur l'IHES ensuite. Yvonne Choquet-Bruhat et Cécile de Witt-Moret ont profondément marqué les sciences fondamentales du XXe siècle, tant en physique qu'en mathématiques. Mais leur influence va bien au-delà de leurs travaux. Elles ont contribué à construire une communauté scientifique ouverte, exigeante et tournée vers l'international. Leur rendre hommage aujourd'hui, c'est non seulement un acte de mémoire, mais aussi de transmission. Il s'agit de faire vivre ici leurs idées, leurs valeurs, leurs projets et la belle complicité intellectuelle et humaine qui les unissait. Leur héritage continue d'inspirer des générations de chercheurs et de chercheuses, et j'espère que les exposés scientifiques qui vous seront présentés vous en convaincront encore plus. Le pavillon de jardin que nous inaugurons aujourd'hui sera un lieu de mémoire, de savoir et de dialogue, un espace dédié aux sciences, fidèle à l'esprit qui animait Yvonne Choquet-Bruhat et Cécile de Witt-Moret. À travers cette inauguration, l'IHES réaffirme son attachement à l'histoire des sciences et à la reconnaissance de celles et ceux qui, comme elle, ont fait avancer la connaissance. Nous allons retracer leur parcours et évoquer leurs contributions majeures, car plus que jamais, nous avons besoin de figures comme elle, exigeantes, brillantes et profondément humaines. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui et merci beaucoup d'être présent pour cet hommage. Alors, je vais passer la parole à Jean-Pierre Bourguignon, ancien directeur de l'IHES, et professeur honoraire Nicolas Cuper, mais ensuite à Thibaut, je ne sais pas dans quel ordre. Donc, merci beaucoup. C'est à vous. Allez. Merci beaucoup. Voilà, donc ce que vous voyez, c'est en fait un document qui m'a été transmis par Alain Mermet, qui est maintenant le directeur des relations internationales du CNRS, qui a bien connu Cécile, parce qu'il a été attaché scientifique à Austin. Et il a joué un rôle important. Donc ça, c'est la carte d'identité CNRS de Cécile au moment où elle a été affectée à l'Institute for Advanced Study, donc c'est 1948. Voilà. Donc c'est une des documents que j'ai récupérés d'Alain, qui regrette beaucoup de ne pas pouvoir être là, mais qui était vraiment... Enfin, de toute façon, la famille de Cécile le connaît très bien.
Et alors, voilà une photo de Cécile à l'Institute for Advanced Study. Et la chose extraordinaire que Alain n'a pas remarqué, c'est qu'assis à côté de Cécile, il y a Isadore Singer. Ce qui est quand même une probabilité assez faible d'avoir une photo où on retrouve quelqu'un. Alors bon, Isadore est très reconnaissable à cause de la tache qu'il avait sur le visage, mais aussi sur sa façon de tenir sa cigarette, qui était vraiment très bien connue. Donc voilà, ça c'est un des bureaux de l'IAS, donc 1948. Et donc Cécile, là, a joué un rôle important puisque c'est vers la fin de cette année qu'elle a permis à Léon Mochan de rencontrer Oppenheimer, qui était le directeur de l'Institute for Advanced Study à ce moment-là. Et ça a été, vous voyez, on est 48, l'IHES a été créé en 58, donc il a fallu encore 10 ans de gestation, de complications, pour arriver à ce qu'on passe d'une idée à une réalisation. Alors en fait, il est revenu ensuite, et une autre personne de l'IHES qui est passée à l'Institute for Advanced Study entre ce moment-là et la création de l'IHES, c'est Louis Michel, qui a été postdoc, comme Cécile était postdoc, à l'Institute for Advanced Study dans cette période. Ça donc, finalement, la proposition que, comme l'a dit Emmanuel, que Cécile devienne membre du conseil d'administration est une suggestion de David Ruel, qui m'a dit, tu sais, moi j'ai pris mes fonctions en 94, ça serait vraiment bien, Cécile est intéressée par l'IHES, ce serait vraiment bien qu'elle soit membre du conseil d'administration. Donc elle a accepté dès qu'on lui a proposé. Et le premier moment où on a des images d'elle à l'Institut, à ce moment-là, c'est 98 pour les 40 ans de l'IHES, sous une pluie battante. Aujourd'hui, on a un petit peu de soleil, donc c'est mieux, mais vraiment une pluie battante. Et donc elle a été une des personnes qui a, vous la voyez là au milieu, et la personne qui est à côté, à sa gauche, est Édouard Brézin. Voilà. Donc ça, c'était 98. Et elle a contribué à ce moment-là au Petit Mémorial, qui est un document en fait qu'on avait essayé de, on avait rassemblé des témoignages sur l'IHES au moment des 40 ans. Et Cécile a contribué, elle parle beaucoup évidemment des ouches, ce qui n'est pas une surprise, que vous en entendrez parler. Mais voilà ce qu'elle disait à propos de l'IHES. J'aime beaucoup Bure. Ce qui en fait comme un petit paradis, c'est son côté très intime, un lieu où on peut être tranquille, ne pas être bousculé, un lieu où on peut réfléchir, travailler, prendre son temps. Donc c'est un des morceaux de son témoignage dans le Petit Mémorial. Et là, il a été interviewé par Stéphane Delis-Georges, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Une autre chose très importante pour Cécile, c'était son, je sais pas comment dire, sa proximité du personnel en général. Et donc cette photo, je trouve, traduit ça remarquablement. Donc c'est avec Cécile Gourgue, mais c'était vrai avec tous les membres du personnel. Et cette qualité qu'elle avait d'être proche des gens, des scientifiques comme du staff, jouait un rôle très important dans son acceptabilité et le fait que tout le monde était heureux de l'avoir ici. Alors, un moment où elle a contribué, c'était l'IHES a mené une séance de réflexion sur son avenir en 2009. Et elle a reparlé un peu de l'histoire de l'Institut. Donc là, la photo, qui est une photo historique que vous voyez derrière elle, et la photo donc à gauche, à droite sur la gauche de la photo, mais à droite des deux personnes qui sont là. Donc c'est Robert Oppenheimer qui est venu à participer à des réunions du conseil d'administration régulièrement, et Léon Mochan, qui est donc la personne par qui l'Institut est arrivé et qui a été une aventure incroyable. Et il fallait vraiment quelqu'un comme Mochan pour que ça puisse se produire. Alors une autre personne dont elle a parlé toujours dans cette séance, c'était évidemment Louis Michel, parce qu'elle l'a rencontré comme postdoc à l'Institute for Advanced Study. Louis a été le premier physicien à être recruté à l'IHES, donc en 84. Et voilà, il y a fait la dernière partie de sa carrière. Un moment tout à fait important, et en particulier de rencontre des deux dames, donc d'Yvonne et de Cécile, et le fait que Cécile a choisi que ce soit Yvonne qui leur remette les insignes d'officier de la Légion d'honneur en 2011.
Et je dois dire, un document que je trouve exceptionnel, c'est le discours que Yvonne a fait à ce moment-là. Donc je transgresse un petit peu, je dis un mot d'Yvonne à ce moment-là. Et ce texte est vraiment admirable pour traduire leur relation, et y compris leur relation manquée. Le fait qu'elles étaient dans la même école primaire, qui était une école primaire de lycée, au même niveau, mais elles n'étaient pas dans la même classe, donc elles ne se sont jamais vues. Et ensuite, la première fois où Yvonne a rencontré Cécile, c'était pour pouvoir participer à une séance aux Ouches. Et elle voulait y aller une semaine ou 15 jours. Et Cécile lui a dit non, mais quand on vient aux Ouches, on vient 2 mois. Et donc, pas question. Donc, c'était ça leur premier contact. Donc voilà, Cécile avec les insignes d'officier de la Légion d'honneur, donc dans cette même photo. Alors cette photo a été prise pas à l'IHES, mais à l'école polytechnique lors de ma leçon finale de professeur à l'école polytechnique. Et j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle est très, militante, mais vous en verrez une autre version tout de suite après. Là, il y avait aussi Nathalie Deruel qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Et je ne peux pas parler de Cécile à l'IHES sans parler de Pierre Cartier, parce que ça a été quand même une de leurs collaborations remarquables. Et je dois dire, l'échange que vous voyez là, je trouvais très révélateur de leur relation. Mon épouse est prise au milieu, je n'ai pas su l'éliminer, donc voilà. Donc, elle n'était pas très contente d'être sur la photo, mais bon, c'est pas grave. Et donc... voilà, donc ça c'est Pierre et Cécile. Donc évidemment, le document important, c'est le livre qu'ils ont publié ensemble, qui donne leur vision des diagrammes de Feynman, mais Julio va nous en dire beaucoup plus et autre chose peut-être. Et donc publié en 2000, mais ils ont continué à en discuter. Ils avaient vraiment une approche tout à fait particulière, très axiomatique en fait, des diagrammes de Feynman. Et voilà, donc toujours dans la même session de 2012, Cécile et Pierre, mon épouse étant toujours prise au milieu. Et puis la dernière fois, je crois, où elle est venue à l'IHES, c'est vraiment en 2013. C'était lors de la passation, peut-être qu'elle est revenue encore après. Elle est encore revenue après, oui. En tout cas, bon, c'est la dernière photo que j'ai, qui est donc lors de la passation entre moi et Emmanuel, et donc elle était bien présente. Alors, je ne sais pas si vous voyez de dos, vous reconnaissez peut-être, enfin peut-être pas beaucoup de gens la connaissent, c'est Madame Fioraso qui était ministre à ce moment-là, qui est juste en bleu derrière, voilà. Et puis, j'ai parlé d'Alain Mermet, et une des choses que Alain a réussi à faire, c'est de faire créer à Austin, un fonds spécial qui s'appelle le Fonds d'Excellence France University of Texas, qui porte le nom de Cécile de Witt-Morette. Je ne sais plus tellement ce que ça peut devenir aujourd'hui, parce que les nouvelles sont pas franchement bonnes de ce côté-là. Et dernier point, qui pour moi été important, c'est le livre qu'ont écrit ensemble, Cécile et Yvonne et aussi une autre dame, qui s'appelle Analysis, Manifolds and Physics. La date est très importante, 1978. C'était un moment vraiment d'un tournant, de rapprochement entre justement la géométrie, la physique. Moi, j'en ai bénéficié beaucoup. Et ce livre a été pour moi très important parce que c'était pas banal du tout d'avoir un titre qui s'appelle Analysis, Manifolds and Physics. Aujourd'hui, c'est une banalité totale, mais évidemment, ça c'était 78. Et alors voilà la page de garde du livre que je trouve superbe. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que 2 noms, mais il y a quand même 3 dames. Et donc, alors je ne suis pas du tout arrivé à suivre ce qui est arrivé à la 3e dame. Évidemment, les 2 autres sont ces 2 femmes exceptionnelles. Et puis, je passe la parole maintenant à Thibaut pour cette photo qui a été prise. Beaucoup des photos qui ont été montrées ici ont été prises par Jean-François Dars dans une collection de milliers de photos à l'Institut. Et donc ça, c'est une des photos. Alors, une des personnes que j'ai censurées là, c'est le chien de Thibaut qui est juste en dessous. Mais je l'ai enlevé. Merci beaucoup. Donc moi, je vais parler d'Yvonne, qui est restée une quinzaine d'années à l'IHES, de 2003 à 2019. Et elle a beaucoup apprécié l'hospitalité de l'IHES. Dans son autobiographie, elle écrit « L'hospitalité de l'IHES a changé ma vie de ces dernières années ». Et elle tient, comme Jean-Pierre l'a dit pour
Cécile, Yvonne était proche non seulement des scientifiques, mais de tout le personnel. Et dans son autobiographie, elle rend hommage non seulement à ses interactions avec Jean-Pierre, moi, Laurent Laforgue, avec qui on déjeunait souvent à l'époque, mais aussi le chef cuisinier, Patrick Gourdon, et les aides cuisinières, le service informatique, François, qui appréciait beaucoup, Karim, qui l'aidait constamment, et entre autres Elisabeth Japsran, et avec une pensée particulière pour Marie-Claude Vergne qu'elle appréciait beaucoup. Donc ça, c'est le côté hospitalité de l'IHES, mais le point essentiel sur lequel je veux insister, c'est que Yvonne n'est pas venue 15 ans à l'IHES pour déjeuner le mercredi et discuter comme ça, ou d'ailleurs elle partageait ses connaissances, parce que c'est une des personnes, chaque fois qu'on lui posait une question, soit on avait une réponse absolument 100% claire, c'est-à-dire la réponse c'est ci ou c'est ça, ou alors je ne sais pas, mais quelqu'un d'autre saura. Jamais rester un peu dans le flou en disant peut-être, hein, voilà. C'était toujours une précision merveilleuse, mais elle a travaillé comme aujourd'hui un jeune postdoc se croit obligé de publier tant de papiers par an. Je veux dire, en 15 ans, elle a travaillé avec beaucoup de collaborateurs qui donc venaient à l'IHES, et c'était toujours un plaisir d'avoir ces collaborateurs. Donc je suppose que ça, voilà. En particulier Vince Moncrief, Jim Eisenberg, Daniel Pollack, je ne crois pas l'avoir rencontré ici, Jimmy York, qui n'est pas venu ici, mais qui travaillait à distance, je pense, en Amérique. Ça, c'était la première liste d'articles de recherche, vous voyez, et puis, elle continue avec Helmut Friedrich, avec Piotr Krusiel, avec à la fin José María Martín García, et on continue. Donc, vous voyez que les collaborateurs restent les mêmes. Oui, voilà, c'est impressionnant quand on voit son activité entre 80 ans et 95 ans. Elle travaillait tout le temps, en fait, mais sans qu'on ait l'impression qu'elle travaille tout le temps, mais elle travaille en fait tout le temps. Y compris, donc ici vous avez toute une liste d'articles, y compris et beaucoup de ces articles sont écrits seuls aussi. Vous voyez, il y a des articles avec des collaborateurs et toujours des articles où elle travaillait seule. En particulier, le dernier article de recherche de pointe qu'elle a écrite, c'était en 2011, qui était une nouvelle preuve spinorielle de la positivité de l'énergie. J'ai beaucoup discuté avec Yvonne pour ça, c'était intéressant. Elle m'a même gentiment proposé de co-signer l'article, mais comme je n'avais pas vraiment contribué, j'ai refusé cet honneur. Voilà, mais je suis content d'avoir discuté avec elle. Et le dernier article qu'elle a écrit en 2014, c'est plutôt un article de revue, mais qui contient aussi des idées nouvelles. Donc, vous voyez, si vous revenez en arrière, c'est impressionnant. Tout le travail qu'elle a fait. Donc elle ne venait pas ici pour déjeuner, mais pour travailler. Elle travaillait beaucoup chez elle. Et puis non seulement elle a écrit toute cette liste impressionnante d'articles, mais elle a écrit à l'IHES 3 livres, okay, dont surtout ce livre Somme, qui est General Relativity and the Einstein Equation. J'aurais dû l'apporter. C'est un livre très complet, très épais. Je ne sais plus combien, 680 pages ou quelque chose comme ça. Pardon ? 816 pages. Voilà, merci. Oui, voilà. Je ne savais plus. J'aurais dû l'apporter pour qu'on le voit physiquement, mais qui n'est pas juste un résumé de choses. Je veux dire, tout était clairement exprimé. À ce propos, d'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase qu'elle écrit dans son autobiographie. Parce que personnellement, à part des livres de vulgarisation, je n'ai jamais écrit un livre technique, okay, de science. Et elle a contribué non seulement avant avec Cécile, mais là, et avant avec beaucoup d'autres livres. En fait, dès qu'elle était professeure à l'université, au début de sa carrière, elle a écrit sans arrêt toute sa vie des livres. Et elle écrivait j'aime rédiger, c'est-à-dire aboutir à une expression précise et claire d'une pensée. Voilà. Et comme Jérémy
peut-être le dira, mais par exemple Arthur Toiti est convaincu que dans ce livre, il y a des perles encore à développer, parce qu'elle a mis non seulement un résumé de beaucoup de choses, beaucoup de renseignements techniques très importants, mais aussi des pistes vers l'avenir. Il y a des chapitres qui sont des problèmes non résolus. Elle m'avait même demandé, ce que j'ai fait avec plaisir, d'écrire un chapitre sur Belinsky, Ralatnikov, Lifshitz, pour indiquer ce qu'on pouvait en dire, voilà. Et après avoir écrit cet article, donc vous voyez en 2009, en 2015, des éditeurs lui avaient demandé d'avoir une version plus light, disons, de ces 816 pages pour les étudiants, c'est-à-dire d'en extraire sa sagesse concernant les équations d'Einstein et la physique derrière. Et donc elle a écrit ce livre, Introduction to Generativity, Black Holes and Cosmology. J'ai beaucoup discuté avec elle parce qu'elle s'intéressait beaucoup à la physique. Et après ça, donc là c'était en 2015. Donc elle avait, vous allez calculer, 94 ans, 12, voilà. 92 ans, voilà, pour ce dernier livre technique. Et son dernier livre, quand elle se disait, bon, ben maintenant, c'est plus difficile pour moi d'écrire un livre technique, elle a écrit son autobiographie. Une mathématicienne dans cet étrange univers, voilà, aux éditions Odile Jacob. Je devrais dire en passant que ces très belles couvertures sont dues à Geneviève, voilà, à la fois pour ici et pour ici. Et je trouve que ça donne quelque chose de très agréable quand on voit cette couverture. Là, c'est moins, on sait qu'il y a 816 pages d'équations. À part, donc, ça c'était son travail à l'IHES. Il y a eu aussi toute une série d'événements scientifiques. D'abord, le début de son séjour a donné lieu, je veux dire, elle est arrivée en fin 2003. Et donc, elle a eu 80 ans le 29 décembre 2003. Et j'avais organisé une conférence pour les 80 ans d'Yvonne avec certains de ses collaborateurs comme Vince Moncrief, etc. Puis l'IHES a organisé une conférence pour ses 90 ans, voilà, où il y avait déjà Jérémy, Sergio, voilà. Puis un événement scientifique, deux événements scientifiques importants en décembre 2015 et février 2016 a été la célébration du centenaire de la relativité générale, qui n'a pas eu lieu ici, mais à Berlin, à l'endroit où la relativité générale a été découverte, et où Yvonne a partagé ses souvenirs personnels de ses rencontres et discussions avec Einstein. Contrairement à ce que beaucoup de gens en disaient, en fait, Einstein s'est tout à fait intéressé à sa preuve de l'existence de solutions des équations d'Einstein et ce que ça voulait dire mathématiquement. Parce que Yvonne a passé... invité par Leray, en fait. Leray était invité à l'Institute for Advanced Study et il avait la possibilité d'avoir 2 assistants. Et donc, il a donné ses positions d'assistant à Yvonne et son mari, Fourès, que je n'ai jamais rencontré. En février 2016, donc juste après ça, ça a été l'annonce de la première détection des ondes gravitationnelles sur Terre par la collaboration LIGO, avec l'aide de Virgo pour l'analyse des données. Et il y a eu une retransmission en direct depuis les États-Unis de cette annonce dans cette salle, voilà, auquel j'ai assisté avec Yvonne. Donc elle a été... c'était important pour elle, sachant que c'est elle qui mathématiquement avait prouvé pour la première fois qu'il y avait des phénomènes de propagation par onde dans les équations d'Einstein en 1951, à une époque où la plupart des physiciens avaient des doutes encore, savoir si ça existait ou pas, les ondes gravitationnelles, alors que c'était mathématiquement très clair pour elle. Puis, Yvonne était vivante mais n'était plus en personne à l'IHES. L'IHES a fait une journée en honneur des 100 ans d'Yvonne, organisée cette fois par toi, par Jérémy, voilà, qui a eu lieu ici. Donc, dernière petite photo. Donc, je voulais insister sur le fait que donc, Yvonne, c'était la science ici pendant les 15 ans où elle est venue à l'IHES, mais il y a eu quelques événements et rencontres personnelles et scientifiques avec Sergio, ici Sergio Kleinerman. Ça a été la remise de la Grand Croix par Jean-Pierre Serre. Okay. Je me rappelle que j'avais eu le plaisir d'organiser ça, donc j'avais téléphoné à Jean-Pierre Serre
Et à la fin de la conversation, il était très heureux de remettre cette grande croix à Yvonne. Il a dit, au fait, les cocktails de l'IHES, pourquoi c'est toujours des petits fours? On ne pourrait pas avoir plutôt un buffet campagnard? Je lui ai dit, top là, vous aurez un buffet campagnard. Et Jean-Pierre avait tout à fait, Jean-Pierre Serre avait tout à fait raison, en ce sens qu'un buffet campagnard, ça donne une autre ambiance que des petits fours avec du champagne. Voilà, vin rouge et buffet campagnard. D'accord, oui, on ne sait pas. Non, mais je rappelle ça au cas où pour le futur de l'IHES. Donc ça, c'est une photo. Oui. Là, c'est une photo où vous voyez finalement mon chien, Ulysse, qui est en train de guetter s'il aura un cookie ou pas à l'heure du thé, voilà, avec Yvonne et Cécile. Et ça a été aussi, Yvonne m'a fait l'honneur de suivre les conférences techniques que j'ai données sur les ondes gravitationnelles ici en 2016. Et donc ça, c'est extrait de vidéos que vous pouvez voir sur Carmin TV, où on la voit en personne. On voit aussi, voilà, son livre ici, Le Dernier Livre. Voilà, je crois que c'est tout. Oui. Très bien. En fait, donc Yvonne est disparue en février de cette année, mais vraiment dans sa 102e année, ce qui est très impressionnant. On a vu qu'elle était très productive jusqu'à l'âge de 95 ans. Donc en fait, je voulais insister sur sa place à l'Académie, parce que c'est vraiment une personnalité exceptionnelle pour l'Académie, vraiment emblématique, puisqu'elle a été la première femme élue à l'Académie. Alors il faut bien dire que c'était un événement considérable. D'ailleurs, à l'époque, le président de la République, Giscard d'Estaing, s'était déplacé en personne à la coupole pour son intronisation. Il avait fait un discours. Donc ça donnait l'importance. Aujourd'hui, aucun président de la République ne se déplace pour ça. Donc, en fait, pourquoi? En fait, l'Académie des sciences françaises a été une des dernières à accepter des femmes à l'Académie. C'est une honte, d'ailleurs. Mais en fait, beaucoup d'académies européennes avaient déjà accepté des femmes. Même l'Académie des États-Unis, la NAS, avait accepté. Et comme vous le savez, une des premières aussi, Marie Curie, avait fait candidature pour rentrer en 1911 et avait été rejetée. Mais alors avec beaucoup de discussions, enfin l'Académie des sciences était peut-être favorable, mais l'Institut, parce que vous savez, au Palais de l'Académie, il y a 5 académies, l'Institut s'est réuni en coupole avec des discussions à n'en plus finir. Et vraiment, les arguments étaient qu'on ne reçoit pas des dames à l'Académie, le Palais de l'Institut, c'est interdit. Et vraiment, ça fait un choc à Marie Curie qui ne s'est pas représentée. Et en fait, elle a été élue à l'Académie de médecine en 1922, heureusement, qui acceptait quelques femmes. Et puis, ça a duré, en fait, cette histoire, puisque même sa fille, Irène Joliot-Curie, qui, elle, s'est présentée en 1951, et elle a eu beaucoup plus de pugnacité et de persévérance. Elle s'est présentée 4 fois, 4 années consécutives, et toujours rien. Toujours rien. Elle n'a pas pu rentrer. Donc, vous voyez que l'exploit de Yvonne Joliot-Curie de rentrer en 1979 était grand exploit. Donc aujourd'hui, je peux dire quand même, aujourd'hui, on a fait quelques progrès. Il y a 20 ans, quand je suis rentrée, il y avait 6% de femmes. Aujourd'hui, il y en a 18% de femmes. Et même en 2024, la dernière élection, sur 18 élus membres, il y a eu 10 femmes. Incroyable. Donc on fait mieux qu'à l'époque. Hein. On rattrape la honte de l'époque. Enfin, on espère que peu à peu, de 18%, on va monter vers 30%, qui est vraiment le pourcentage de femmes en sciences aujourd'hui, et peut-être plus tard, ça va monter, mais on espère monter encore. Et pour cela, en fait, ce qui fait beaucoup pour l'Académie, ce sont les prix, par exemple, les prix du ministère Joliot-Curie ou L'Oréal, qui nous font découvrir les femmes méritantes, et ensuite, on peut les voir, on les connaît pour... Bon, alors, pourquoi Yvonne a obtenu cet exploit? C'est que c'était une géniale mathématicienne, on l'a vu déjà, Thibaut nous a présenté, c'était vraiment hors pair, une mathématicienne hors pair. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? En effet, elle s'est attaquée à la relativité générale, qui est quand même assez complexe, et elle a montré, comme le disait Thibaut, l'unicité aussi, enfin l'existence des solutions et l'unicité de ces solutions de l'équation d'Einstein. Excusez-moi. Et aussi, elle a par la suite montré qu'il y avait de la propagation et donc montré qu'on pouvait détecter des ondes gravitationnelles, alors même que Einstein n'y croyait pas, hein, que ce serait tellement faible qu'on n'arriverait pas à les découvrir. Et comme l'a dit Thibaut, en 2015, donc il y a 10 ans, il y a eu les premières
détection de ces ondes gravitationnelles. Donc elle a été vraiment pour quelque chose dans ses découvertes. Aujourd'hui, 10 ans après, on a à peu près la centaine de détections de fusion de trous noirs pour des ondes gravitationnelles. Donc c'est vraiment une industrie maintenant. Alors que faisait Yvonne? En fait, elle a montré déjà son génie très tôt, puisqu'elle avait déjà pris le concours général. Elle était rentrée à l'école normale à Sèvres. Puis ensuite, elle a eu le premier prix de l'agrégation de maths. Premier prix. Quand même, c'était montrer quelque chose. Ensuite, elle a fait sa thèse donc avec Andrei Lichnerovitch sur ces équations de relativité générale. Et très tôt, c'était une thèse très, très courte, avec beaucoup d'impact. Elle a fait un postdoc donc à Princeton, où elle a rencontré Einstein, qui admirait son travail, en fait, qui vraiment appréciait et admirait son travail. Par contre, il y avait aussi quand même à Princeton un autre professeur, donc je ne dirai pas le nom, qui, en voyant ces beaux résultats, disait « Mais c'est Andrei Lichnerovitch qui a fait votre thèse ?» Alors, il dit dans ses mémoires que c'était vraiment un grossier personnage. Donc, ça dit un petit peu l'ambiance qu'il y avait les femmes à l'époque, dans un monde d'hommes, en fait, de scientifiques d'hommes. Elle a eu quand même beaucoup de mal. Donc, ici, je dirais qu'elle est rentrée quand même au CNRS très tôt. Et puis, elle a eu, en 1958, la première femme à être médaille d'argent du CNRS. Elle nous raconte dans ses mémoires que ça a été un grand impact parce qu'en fait, avant même qu'elle rentre à l'académie d'ailleurs, et ça a été une reconnaissance très très importante quand on sait que il y avait encore on a vu avec le professeur de Princeton, il y avait une reconnaissance qui était difficile à avoir pour des mathématiciennes femmes. Donc là, cette reconnaissance de médaille d'argent lui a permis d'avoir des financements, d'avoir une équipe à l'université. Elle a eu toute une carrière, en fait, pas au CNRS, mais en professeur d'université. Elle avait beaucoup de jeunes autour d'elle, elle avait une équipe, et donc il y avait des financements de postdocs, d'étudiants, etc., qui lui ont été... la médaille a eu un grand impact pour qu'elle ait tous ces financements et qu'elle puisse avoir son équipe. Donc ça, elle est très, très reconnaissante à cela. Bon, alors je dirais aussi que finalement, à l'IHES, elle a été reçue, comme le dit, tout a été dit par Thibault, pour sa retraite. Mais alors, j'étais impressionnée de voir le nombre de papiers qu'elle faisait jusqu'à un âge avancé. Donc vraiment, elle était très, très motivée. Et en effet, elle dit dans ses mémoires que faire des mathématiques, c'était sa joie de vivre, en fait. Ça. Elle a eu des problèmes puisque son père était mort en déportation déjà. Donc il y a beaucoup de mauvais souvenirs, mais à chaque fois qu'elle faisait des maths, elle avait une très grande joie de découvrir tous ces mystères et de découvrir des choses nouvelles, même si c'était des petites choses. Elle voulait vraiment le découvrir. Donc elle est vraiment, je terminerai par là, un modèle pour tous les chercheurs et chercheuses en maths aujourd'hui, car elle nous a montré la voie d'une motivation, une persévérance et sans faille. Donc bravo Yvonne, et je suis contente de la féliciter ici. Donc maintenant, vous allez entendre beaucoup plus sur son travail scientifique. Ok. Alors, donc, je vous ai exposé les travaux scientifiques d'Yvonne. Et Yvonne a passé sa carrière à s'intéresser aux équations d'Einstein de la relativité générale. Donc, je vais faire juste un très très bref résumé de la relativité générale, théorie majeure de la physique moderne introduite par Einstein en 1915. Et donc, c'est pour Newton, la gravité était une force. Pour Einstein, c'est une déformation de l'espace-temps, ou plus précisément, c'est dû à la courbure de l'espace-temps. Et donc on a cette célèbre phrase de Wheeler qui résume ça en disant que l'espace-temps dit à la matière comment bouger, alors que la matière en retour dit à l'espace-temps comment se courber. Et donc les équations d'Einstein, c'est la deuxième partie de cette phrase, c'est savoir comment la matière influence donc cette courbure de l'espace-temps. C'est résumé par cette équation ici, qui est une égalité entre deux tenseurs. Donc, bon, peu importe ce que ça veut dire, c'est un système d'équations. Et donc, à gauche, j'ai le tenseur d'Einstein, qui donne une information. Donc, c'est tout ce qui concerne la courbure de l'espace-temps. Et la courbure de l'espace-temps, mathématiquement, c'est la courbure d'une variété lorentzienne de dimension 4, avec une dimension 1 pour le temps et 3 pour l'espace, peu importe si vous n'êtes pas familier avec ce concept. Mais en tout cas, c'est vraiment la partie gauche de l'équation concerne la courbure de l'espace-temps et la partie droite de l'équation concerne la contribution du tenseur d'énergie-moment, donc T alpha bêta,
c'est-à-dire l'influence de la matière sur la courbure. Et donc le membre de gauche est toujours le même, il est invariablement le tenseur d'Einstein. Par contre, le membre de droite dépend du type de matière présent. Soit il est nul en l'absence de matière, soit il va prendre différentes formes suivant le type de matière physiquement pertinente qu'on peut considérer, comme les équations de Maxwell, les fluides relativistes, les équations de Laszlo, qui sont tout un type d'exemples qu'Yvonne a considéré dans sa carrière. Et donc je vais juste dire un mot sur une propriété des équations, parce que je vais en reparler régulièrement dans les transparents suivants. C'est le principe de la covariance générale. C'est l'idée selon Einstein, selon laquelle les lois de la relativité générale sont vraies dans tout référentiel. En particulier, il n'y a pas de référentiel privilégié. Donc ça se traduit au niveau du fait que les équations d'Einstein sont vraies dans tout référentiel, ce qui peut aussi se dire comme la liberté du choix de jauge ou du choix des coordonnées. Voilà, donc il faut savoir qu'à l'époque où Yvonne commence sa thèse, il y a quelques résultats mathématiques en relativité générale, mais somme toute très peu. Et comme l'a dit Thibaut, c'est des équations qui sont encore très mystérieuses, on comprend mal leur nature, et c'est vraiment Yvonne qui va poser les fondements de mathématiques de ces équations, fondements dans lesquels tous les travaux ultérieurs vont s'inscrire. Et c'est un fondement en 3 travaux majeurs, donc un triptyque. Je vais commencer par le premier, qui est son travail de thèse, publié à Acta en 1952. Donc, on en a déjà entendu parler dans l'exposé de Thibaut et Françoise. Donc c'est là où elle va s'intéresser au problème d'évolution, et elle va montrer qu'il est localement bien posé, c'est-à-dire qu'elle va construire des solutions des équations d'Einstein qui existent pour un petit temps. Alors, qui dit problème d'évolution dit problème aux données initiales. Et les données initiales pour l'équation d'Einstein, c'est un triplet d'une variété sigma 0 avec une métrique riemannienne G0 et un 2 tenseur symétrique K0. Et donc ce triplet, il faut considérer, peu importe si vous ne savez pas ce que sont ces objets, il faut considérer que c'est un instantané de l'espace-temps, c'est-à-dire une photo de l'espace-temps à l'instant initial. Et donc sur le petit dessin que j'ai fait ici, ça correspond à la première tranche. Vous voyez ici, vous avez un feuilletage, vous avez un certain nombre de tranches, et la condition initiale correspond à la première tranche ici. Et donc ce que montre Yvonne, c'est que pour des données initiales raisonnables, et ce qu'on entend par raisonnable veut dire deux choses, elle veut dire qu'elles sont suffisamment régulières, et qu'elle vérifie des équations dites de contrainte, dont je reparlerai plus tard. Donc pour toute donnée initiale raisonnable, ce que va faire Yvonne, c'est qu'elle va être capable de montrer l'existence d'une unique solution des équations d'Einstein, ce que dans le jargon relativiste on appelle un unique développement local. Et donc ce développement local, c'est ce dessin-là, c'est-à-dire le fait que si je me donne des données initiales appropriées ici sur cette première tranche, je suis capable de construire un feuilletage de l'espace-temps, donc là c'est un feuilletage par une fonction temps, de telle sorte que mon espace-temps, au moins localement, ressemble au produit cartésien d'un intervalle de temps fois la variété initiale. Alors pourquoi ce résultat est fondateur? Encore une fois, à l'époque, les gens ne comprennent pas vraiment quelle est la nature des équations d'Einstein, et c'est Yvonne qui va montrer d'abord qu'il s'agit d'un problème d'évolution, et surtout qu'il va être capable d'en exhiber des solutions. Elle va être capable de construire des solutions locales de ce problème. Alors il faut savoir que c'est un travail qui est à la pointe de la recherche de l'époque, tout simplement parce que dans les années 40 et 50, c'est vraiment le début de ce type de résultat au caractère bien posé pour les équations hyperboliques, qui est une famille très générale d'équations dans laquelle se trouvent les équations d'Einstein. Et ce n'est pas n'importe qui s'intéresse à ces questions. On a des mathématiciens très importants, Schauder, Sobolev et Leray, dont on a déjà entendu parler. Alors Yvonne doit faire face à de multiples obstacles. Le premier, c'est que dans cette classe très générale d'équations, les systèmes hyperboliques, les équations d'Einstein sont particulièrement ardues. Elles sont non linéaires et elles-mêmes, elles sont dites quasi linéaires. Si vous ne savez pas ce que c'est, peu importe, elles sont en tout cas, c'est vraiment un cas difficile dans cette famille. Donc ça, c'est pour la difficulté analytique de sa preuve. Et puis il y a deux difficultés de type géométrique. La première étant due à la covariance générale. Donc je vous rappelle que la covariance générale, c'est le fait que les équations d'Einstein sont valides dans n'importe quel repère ou n'importe quelle jauge. Mais pour le problème que considère Yvonne, en réalité, il y a très peu de jauges dans laquelle on peut construire les solutions locales des équations d'Einstein. Et donc Yvonne va trouver une telle jauge, en l'occurrence en la forme de coordonnées d'onde. Et puis l'autre difficulté auquel elle fait face, qui n'est pas présent dans les équations générales hyperboliques, c'est, de nouveau dû à la covariance générale, c'est la question de l'unicité.
Existe-t-il une unique solution ou y en a-t-il plusieurs? Donc ça, c'est toujours un problème très important pour ce type de questions. Et ici, le problème est difficile du fait qu'on n'a pas à faire une unicité classique, que j'appellerais unicité analytique, c'est-à-dire le fait qu'il faut montrer unicité dans le système de coordonnées qu'elle considère, mais il faut vraiment montrer unicité quel que soit le choix de la jauge. Et ça, c'est vraiment une des nouveautés de son travail. Et enfin, il y a une troisième nouveauté très importante. Donc, j'ai déjà parlé du fait que les conditions initiales doivent satisfaire des équations dont je reparlerai dites de contraintes. Et en fait, en réalité, le programme d'Yvonne ne peut être complet que si elle est capable de montrer que ces conditions à l'instant initial sont propagées pour tout temps. Okay, c'est ce qu'on appelle la propagation des contraintes. Et c'est un autre point clé de sa preuve qui, là encore, est particulier aux équations d'Einstein et qui n'existe pas pour les systèmes hyperboliques généraux. Voilà, donc ce travail initial d'Yvonne a donné lieu à un travail pour les équations d'Einstein dans le vide, sans matière, et elle l'a ensuite étendu avec succès pour tout un tas de types de matières physiquement pertinentes, comme le couplage à des fluides relativistes, le couplage aux équations de Maxwell ou encore aux équations de Yang-Mills. Voilà, donc ça conclut ce que je voulais dire sur son résultat de 1952. Et une fois qu'elle s'est intéressée au problème local, elle va regarder des aspects globaux des équations d'Einstein. C'est le prochain travail dont je veux parler, c'est l'autre pilier fondateur, c'est son travail sur les aspects globaux, c'est-à-dire ce que j'entends par là, c'est la construction non pas d'une solution seulement localement en temps, mais elle va pousser de cette solution vers une solution maximale. Donc dans le jargon des équations d'Einstein, c'est ce qu'on appelle un développement maximal globalement hyperbolique. Voilà, donc elle va obtenir ce résultat en collaboration avec Robert Garrosh. C'est un travail publié à CMP en 1969. Et là encore, c'est un travail à la pointe de la recherche de l'époque, puisque Leray, à ce moment-là, vient tout juste d'introduire le concept d'hyperbolicité globale, et Yvonne va tout de suite l'utiliser dans ses travaux, l'appliquer aux équations d'Einstein. Et ici, la principale difficulté de ce résultat est due à la covariance générale. En particulier, c'est pas si dur que ça de montrer l'existence d'une solution maximale dans une jauge, dans un choix de jauge donné, mais c'est une autre paire de manches de montrer qu'elle est maximale quelle que soit la jauge. En effet, il se pourrait tout à fait qu'on ait une extension maximale dans un choix de coordonnées et que lorsqu'on change de coordonnées, on arrive à l'étendre. Donc il y a vraiment un problème hautement non évident dans cette preuve. Et de nouveau, elle doit également faire face au problème que j'ai déjà évoqué de l'unicité géométrique, mais qui est plus difficile dans le cas des aspects globaux que dans son résultat local. Donc là, ça conclut le diptyque sur le problème d'évolution, c'est-à-dire que là, on a vraiment un cadre pour étudier le problème d'évolution, mais il manque une pierre à l'édifice, et cette pierre qui manque, c'est des équations dont j'ai déjà parlé, qui sont les équations de contrainte sur les données initiales. Donc je vous rappelle, donc ça c'est la troisième partie de l'édifice. Je vous rappelle que les données initiales, c'est un triplet sigma 0, G0, K0, où sigma 0 est une variété dimension 3, G0 une métrique riemannienne et K0 un deux tenseur symétrique. Et donc, qu'est-ce que sont les équations de contrainte? Donc on revient aux équations d'Einstein que je vais écrire ici uniquement dans le vide, donc G alpha bêta égale 0. Et dans ces équations, comme G alpha bêta est deux tenseurs symétriques en dimension 4, il y a donc 10 équations. Et parmi ces 10 équations, il se trouve qu'il n'y a que 6 qui sont des équations d'évolution. Il y a 4 autres équations qui sont d'un autre type, et c'est ce qui concerne les contractions du tenseur d'Einstein avec des directions particulières, 2 fois la direction de temps, G0, 0, ou alors une fois la direction de temps et une direction d'espace, G0i. Ça représente en tout 4 équations, et ces 4 équations, si on les réécrit en utilisant la solution, on s'aperçoit qu'elles sont écrites en rouge ici, elles ne font intervenir que la donnée initiale sous la forme de la métrique G0 et du deux tenseurs K0. Donc c'est plus des équations d'évolution, c'est équations uniquement sur la donnée initiale. Et si la donnée initiale ne satisfait pas ces équations, ces données initiales sont donc déclarées non valides pour les équations d'Einstein. Et donc évidemment, ce qu'Yvonne va vouloir faire, c'est construire le plus grand nombre de solutions à ces équations qui sont de type elliptique quasi-linéaire. C'est un système d'équations elliptiques quasi-linéaires géométriques. Et donc, évidemment, elle va vouloir construire le plus grand nombre d'équations de ces solutions, étant entendu qu'à chaque fois qu'elle est capable d'en exhiber une nouvelle, elle peut lui appliquer son théorème de développement maximal globalement hyperbolique dont j'ai parlé au transparent précédent. Donc, ça va être un programme de recherche au long cours qu'elle va commencer en 61 et qui va l'amener jusqu'aux années 90. Donc, c'est un problème sur lequel il existait déjà des résultats, mais c'est vraiment Yvonne qui va pousser vers la construction idéalement de toutes les solutions, mais
à minima d'un très grand nombre, du plus grand nombre possible de solutions aux équations de contrainte, et en particulier le cadre qu'elle a développé dans cette série de travaux est encore le cadre utilisé aujourd'hui pour la construction de telles solutions. Voilà, donc c'est le résultat qui complète son triptyque sur les fondations des problèmes d'évolution pour les équations d'Einstein. Et encore une fois, c'est depuis lors le cadre dans lequel tous les travaux du domaine s'inscrivent. Voilà, alors je voudrais maintenant mentionner trois autres. Bon, enfin, il y en aurait beaucoup, comme on a vu dans l'exposé de Thibault. Elle s'est intéressée à énormément de problèmes, donc j'ai dû en choisir. Je voudrais en choisir trois autres. Le premier, c'est la formulation dite 1 plus 3 des équations d'Einstein. Donc c'est une manière de réécrire les équations d'Einstein en séparant le temps et l'espace. Elle obtient ce résultat en 56. C'est une formulation qui est très célèbre à la suite des travaux ADM, c'est-à-dire Adenowitz, Deser et Misner. Arnowitz, merci. Arnowitz, oui, il y avait trop de D. Arnowitz, Deser et Misner. Mais il faut savoir que les gens oublient souvent qu'en réalité, 6 ans plus tôt, Yvonne avait déjà obtenu une telle formulation. Et sa formulation et d'autres formulations de ce type qu'elle va développer par la suite auront une influence en particulier sur la relativité numérique, c'est-à-dire l'approximation numérique des solutions des équations d'Einstein. Alors, on a déjà entendu parler des ondes gravitationnelles. Donc, à partir des années 60, les gens commencent à comprendre qu'éventuellement, on pourra un jour observer les ondes gravitationnelles. Comme on l'a vu, ça mettra encore 50 ans, puisque ce sera pas. C'est tout récemment qu'on a pu les observer par les détecteurs LIGO et Virgo. Mais ça inspire à Yvonne. Alors, Thibault a raison, quelque part, c'est déjà inclus dans son travail de 52, mais elle va le développer beaucoup plus explicitement dans un programme de recherche qu'elle commence à partir de 67 et qui va le mener jusqu'aux années 90, où elle va donner une construction mathématique rigoureuse des ondes gravitationnelles haute fréquence en relativité générale. Et c'est un sujet qui récemment a été remis au goût du jour par les travaux de Cécile Luneau, Jonathan Luke et Arthur Touati concernant la conjecture de Burnett en relativité générale. Voilà. Et puis je vais également mentionner sa contribution à la conjecture de la masse positive, où elle va montrer le premier théorème local de la masse positive, c'est-à-dire le théorème de la masse positive au voisinage de Minkowski, théorème qui sera généralisé au cas global, c'est-à-dire la résolution complète de la conjecture plus tard par les travaux célèbres de Chen, Yao et Witten. Et puis enfin, ça considérait ses travaux scientifiques proprement dits, mais comme on l'a vu, elle a écrit un grand nombre d'ouvrages de référence dans le domaine. Alors, malheureusement, j'avais une grande sélection, je suis tombé sur les mêmes choix que les orateurs précédents, je m'en excuse. Bon, je pense que le premier était inévitable, parce qu'évidemment, c'est son livre Analysis, Manifolds and Physics en collaboration avec Cécile de Witt-Moret. C'est un ouvrage en 2 tomes. Alors pour la petite histoire, effectivement, il y a une troisième personne dont j'ai oublié le nom sur la première édition, mais quand elle va être éditée, la troisième personne était occupée et elle a choisi de ne plus figurer sur le livre. Voilà, mais c'est un livre qui a été réédité d'un grand nombre de fois, qui a eu beaucoup d'influence. Alors, comme Thibault, je suis très admiratif de son pavé bleu publié à Oxford de 816 pages. Donc c'est effectivement, comme l'a dit Thibault, c'est un livre qui a beaucoup d'influence sur les générations actuelles. Donc il a parlé d'Arthur Touati, mais en fait il y a beaucoup d'autres personnes. Cécile Luneau m'a dit la même chose et je confirme. En fait, dans ce livre, il y a non seulement un état de l'art, mais il y a beaucoup de problèmes ouverts. Et donc pour un jeune chercheur, c'est fantastique. Vous ouvrez le livre à peu près n'importe où, peut-être pas n'importe où, mais un grand nombre d'endroits, et vous tombez rapidement sur un sujet de recherche très intéressant. Et puis, enfin, les mémoires, donc qui sont là, pas un ouvrage scientifique à proprement parler, c'est un livre, c'est actuellement un livre de chevet, je l'ai terminé hier, je le trouve vraiment très passionnant, à la fois, bon, évidemment, sur la vie d'Yvonne, qui a une vie longue, mouvementée, intéressante, vibrante, mais également sur le témoignage que ça apporte sur le monde scientifique de l'époque. Alors Françoise a parlé de la place des femmes à l'époque, évidemment ça se retrouve dans le livre, mais bon, plus généralement on retrouve énormément de figures connues et je trouve qu'il y a beaucoup d'anecdotes vraiment intéressantes. Voilà, je voudrais terminer en mentionnant que les comptes rendus mécaniques de l'Académie des sciences viennent de sortir un ouvrage
en la mémoire d'Yvonne. Donc j'ai eu le plaisir et l'honneur de l'éditer. Et ce que j'ai voulu faire dans cet ouvrage, c'est vraiment faire un état de l'art du domaine dans le sillage des travaux d'Yvonne. Donc j'ai demandé à 10 experts, là, c'est petit, alors j'espère qu'on peut lire quand même le titre et le nom des experts qui ont contribué à cet ouvrage. Et donc ils ont brossé un état de l'art complet du domaine de la réalité générale mathématique aujourd'hui. Et c'est en quelque sorte la moisson fructueuse des graines qui ont été semées par le travail fondateur d'Yvonne. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. On dit des ouches, c'est comme en Haute-Savoie, des fois on prononce le AES et des fois on ne prononce pas le AES à la fin. Comme la giée, quelque chose qui s'appelle la giétase à côté de Combloux, que je connais bien. On dit la giette et non pas la giétase. Par contre, on dit avoriade, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est quelques spécificités du langage des ouches. Bonjour, je suis très contente d'être parmi vous en tant que directrice de l'école de physique des ouches. Et je suis très contente d'avoir parmi nous une représentante de la famille, en la personne de Nicolette, que je n'ai jamais rencontrée. J'ai eu beaucoup de contacts avec Chris de Witt. En effet, vous avez mentionné qu'on avait fêté récemment le centenaire de la naissance, le centenaire de Yvonne, alors qu'elle était déjà vivante. Il y a 2 ans à peu près, on a fêté le centenaire de la naissance de Cécile de Witt. Alors qu'elle n'était plus présente parmi nous, mais c'était quand même une date importante qui a donné lieu à une commémoration à l'école des mines. Alors pourquoi l'école des mines? C'est parce que, vous le savez peut-être pas, Cécile de Witt-Morette était la fille d'un ingénieur X-Mines et elle est née le 21 décembre 1922, précisément à l'école des mines. Et à cette occasion, j'ai eu la chance de pouvoir faire une petite visite de l'école des mines. Et en face du grand escalier qui monte aux appartements de fonction se trouve une superbe image du Mont Blanc, une peinture du Mont Blanc, qui a sans doute influencé Cécile dans la suite de sa carrière. Et la raison est qu'à un moment, l'école des mines a été délocalisée près du Mont Blanc. Je ne le savais pas, je vous l'apprends. C'est très intéressant. Voilà, donc Cécile de Witt était fille d'un ingénieur X-Mines, mais malgré ce contexte favorable, elle n'a pas pu y faire ses études. Encore un exemple du problème de la représentation des femmes dans la science en général, dans les études scientifiques, puisque je voudrais vous rappeler que la première candidature acceptée à l'école des mines l'a été en 1970. Voilà, c'était il n'y a pas si longtemps, j'étais déjà née. Donc Cécile a fait ses études à Caen. Et ça lui a permis de faire tout ce qu'elle a fait, parce que, est-il besoin de le rappeler, à l'époque, sa famille... Donc sa famille a déménagé à Caen suite au décès de son père. Donc elle a fait ses premières études, puis elle est allée à Paris pour poursuivre ses études. Et malheureusement, ou heureusement pour elle, ça lui a sauvé la vie, parce que je voudrais vous rappeler qu'une partie de sa famille est décédée dans les fameux bombardements de Caen qui ont décimé une grande partie de la population. Et donc au moment où elle finissait ses études, elle a appris le décès d'une partie de sa famille, sa mère, sa bonne, sa sœur. Voilà, Nicolette pourra en témoigner. Donc à Paris, elle a obtenu un doctorat en 1947 sur la production des mésons dans les chocs entre nucléons. Après sa thèse, soutenue en 1947, elle a obtenu une bourse de recherche sous la direction de Niels Bohr à Copenhague, puis en 1948, elle part à Princeton, invitée par Robert Oppenheimer. Alors nous avons la lettre à l'école de physique. Si jamais un jour vous passez, je pourrais consulter cette lettre. Bon, elle n'est pas si gentille que ça, cette lettre. Je me suis posé la question de l'afficher dans l'école ou pas. Bon, vous pourrez vous faire une idée vous-même. Et alors qu'elle était encore à Princeton, en 1950, on lui offre un poste de maître de conférence à Nancy. Et malheureusement, ou heureusement pour elle, au même moment, un physicien, qui était postdoc en même temps qu'elle à l'époque à Princeton, le fameux Brice de Witt, la demande en mariage. Voilà. Donc ça, c'est une étape importante dans la vie de Cécile. Et à ce moment-là, elle est déchirée entre deux choses, puisque si elle accepte, elle s'installe aux USA et elle ne peut pas accomplir son souhait de participer à la reconstruction de la recherche française. Cécile était en effet très patriote et souhaitait, vu l'état de la recherche française
à l'heure où elle a fait sa thèse, elle souhaitait vraiment contribuer. Donc elle commence par refuser l'offre de mariage, et puis en y repensant, elle dit même en se brossant les dents, la nuit même, elle trouve une solution lui permettant de concilier amour et patriotisme. C'est assez extraordinaire. Et la solution, c'était la création d'une école internationale de physique en France. Et donc, quand elle revient auprès de Brice de Witt, elle lui dit « J'accepte finalement ta proposition, mais à une condition, c'est que tous les étés, on va aller en France pour l'école de physique, pour faire une école de physique internationale. » Bon, alors Brice a accepté, et personne en fait ne pouvait résister à Cécile. Et pourquoi Cécile a eu cette idée? Il faut savoir qu'en 1951, l'enseignement français en physique théorique est indigent et trop cloisonné. Et donc les meilleurs étudiants, ils sont obligés de s'expatrier pour apprendre les bases de la physique moderne. Et donc, l'idée de Cécile est géniale. Elle dit, au lieu que les étudiants aillent à l'Amérique ou aillent à l'étranger pour apprendre la physique, faisons venir les professeurs en France, comme ça les étudiants français pourront apprendre la physique pendant une session d'été. Donc Cécile imagine plus particulièrement une école où les meilleurs professeurs internationaux viennent en France durant les vacances d'été, où ils sont relevés de leurs fonctions d'enseignement dans leurs différents pays. Et ces professeurs viennent y prodiguer un enseignement de haut niveau à un ensemble d'élèves triés sur le volet. Ai-je besoin de vous rappeler que les premiers étudiants de la promo, parmi les premiers étudiants de la promo, il y avait par exemple Pierre-Gilles de Gênes, qui a fait un témoignage très intéressant sur ces 2 mois où il n'a jamais autant travaillé de sa vie, selon son témoignage. Alors, grâce à la ténacité de Cécile et à son entre-gens, elle persuade très vite l'administration française, le CNRS et les scientifiques influents, Auger, Rocard, de l'importance de son projet, et même elle démarche quelques mécènes qui lui fourniront l'argent nécessaire. Donc tout ça, hein, c'est en 1951. Je vous rappelle qu'elle est née en 1922, donc en 1951, elle avait 29 ans. Voilà, tout ça à 29 ans. Voilà, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Encore une fois, je vous dis, personne ne pouvait résister à Cécile. Donc, pour localiser cette école, au début, je vous rappelle qu'elle avait pensé le faire quand même au refuge des cosmiques. Enfin, à ce moment-là, c'était le laboratoire d'études des rayons cosmiques. Bon, heureusement, elle a abandonné très vite ce projet. Elle s'est rendue compte que c'était peut-être pas très réaliste de faire ça. Et étant donné que par les scouts, elle était copine avec Albert Laprade, un fameux architecte de l'époque, elle obtient la mise à disposition pour un loyer modique de cette chose-là. Voilà, ici, vous voyez. Donc, c'est une espèce de ferme rustique que Albert Laprade possédait dans la région des Ouches. Donc, elle est rustique, mais elle est en pleine nature et elle a une vue magnifique sur le Mont Blanc. Voilà. Et donc, la première école s'y déroule durant l'été 1951 avec des enseignants déjà prestigieux. Donc, j'ai retenu qu'il y avait Wolfgang Pauli, prix Nobel en 1945, Enrico Fermi, prix Nobel en 1938, ou même des enseignants des prix Nobel en devenir comme Alfred Kassler, prix Nobel 1966. Donc, vous voyez la rusticité des installations. Voilà, ça c'était la chambre d'un étudiant à l'époque. L'amphithéâtre dans les premières années, vous voyez, c'était quelque chose comme ça. Donc, c'était vraiment dans cette ferme. Donc, il y avait quand même, voilà, pour ceux qui sont allés récemment, ici c'était la bibliothèque. Donc, les étudiants devaient étudier sous la surveillance d'un professeur. Alors, bon, malgré la rusticité des installations, l'école connaît un franc succès et acquiert très rapidement une réputation internationale. Alors, heureusement pour nous, maintenant, le confort s'est amélioré. Donc, pour ceux qui ne sont pas allés aux Ouches récemment, on a fait des gros travaux. Donc, voilà, ça, c'est devenu ça. L'école, vous devez la connaître, voilà, maintenant, elle s'est agrémentée d'un nouveau hall pour l'accueil des gens, qui est très joli, qui a même reçu un prix d'architecture, qui s'intègre très bien dans les... Non, voilà, l'amphithéâtre, ça, c'est devenu ça, un très bel amphithéâtre. Alors là, vous voyez des gens masqués, hein, c'est au temps du Covid. J'ai pris ces photos au temps du Covid. Ici, différents exemples d'installation. Maintenant, l'école est très, très, très confortable, mais plus personne ne dort sur la paille, hein, mais le succès demeure. Donc, chaque année, plus de 200 jeunes de toute nationalité postulent pour 55 places disponibles aux sessions d'école, aux sessions d'été de l'école de physique. Donc, maintenant, l'école de physique est connue dans le monde entier. J'ai discuté avec des étudiants lettoniens. Ils disent même en Lettonie, fin fond de la Lettonie ou au fin fond de la Patagonie, on connaît le livre bleu des Ouches. J'ai oublié d'en apporter un exemplaire. Tout ça alors que, par exemple, vous allez aux États-Unis, si vous parlez de l'école normale supérieure ou de l'école
école de Polytechnique, je peux en témoigner, personne ne sait ce que c'est. Donc c'est une école, je vous le rappelle, fréquentée par les plus grands scientifiques, dont 50 prix Nobel, 3 médailles Fields, dont certains sont peut-être parmi vous, et 10 médailles d'or du CNRS. Je sais qu'il y en a au moins une parmi vous, et il y en a sans doute d'autres. Pour terminer, moi je veux dire que c'est à l'occasion de cette réception que j'ai appris que Yvonne et Cécile étaient des grandes copines. Donc j'ai récupéré dans les archives des anciens directeurs, j'ai récupéré quelques photos. Donc toutes ont déjà été présentées, sauf celle-là que j'ai récupérée par Chris. Alors elle m'a dit que c'était à Princeton et que ici c'est Yvonne et ici c'est Cécile en grande conversation. Du coup, comme je sais que Yvonne et Cécile étaient ensemble en 51 à Princeton, je me suis dit que c'était en 51 à Princeton, mais d'après ce que Jean-Pierre a dit, c'est pas possible puisqu'elles se sont rencontrées plutôt au moment où l'école était déjà. Et oui, et à gauche c'est Penrose, voilà. Cécile de Witt était une première en son genre et elle a une influence prépondérante sur le développement de la physique en France et à l'international. Et donc, pour moi, il n'est pas étonnant qu'elle se soit liée d'une amitié profonde avec Yvonne, qui était elle-même pionnière dans d'autres domaines. Et au dire de Chris, d'ailleurs, de Chris de Witt, Cécile vouait une admiration sans borne à Yvonne, et c'est donc pour ça qu'elle lui a demandé de lui remettre l'insigne d'officier de la Légion d'honneur ici même, dans cet amphithéâtre. Voilà, donc juste pour conclure, parce que en tant que femme scientifique, comme Françoise l'a dit avant moi, donc Cécile de Witt-Morette et Yvonne Choquet-Briand sont vraiment des figures emblématiques de la science et qui montrent chacune à leur façon l'importance de l'apport des femmes à la science et à son fonctionnement. Et moi, mon souhait, c'est qu'elles inspirent de nombreuses vocations scientifiques, notamment chez les jeunes filles. Parce que vraiment, à l'heure actuelle, les jeunes filles ont besoin de modèles pour pouvoir s'identifier et penser qu'elles sont capables de faire des sciences. Et à chaque fois que je dis ce discours, c'est parce que je répète à l'envi, qu'à l'heure où l'humanité se trouve confrontée à des défis technologiques et environnementaux majeurs, et avec la crise énergétique et la crise climatique, nous ne pouvons en effet pas nous permettre de nous passer de la moitié de l'humanité pour en chercher les solutions. Voilà, je vous remercie. Okay, thanks a lot. I'm going to switch to English, sorry. It's a great pleasure to be able to speak at this event. Actually, personally for me, there's two reasons why it's a great pleasure. The first one is that my own mother is a mathematician, so I always take great pleasure in learning more about the work of great female scientists, and I think we have two very important examples represented here. And the other reason is that I think they were both interested in very different problems. One, as a mathematician in Einstein's equations, we heard kind of the beginnings of the theory of gravitational waves. And then the other one, as I will explain, in quantum physics, and somehow these are the topics that have come together in my own work in recent years and the work of many others. So I think it's very nice to be able to speak here. So I was given this title, A Glimpse into Feynman Diagrams and the work of Cécile de Witt-Morette. But actually, when I started looking more closely into her contributions, I realized that Feynman diagrams are not really the correct thing to be talking about in the context of her work. I decided to change the title to A Glimpse into the Feynman path integral and the work of Cécile de Witt-Morette. So the idea is I'm going to tell you a little bit what the Feynman path integral is as a physicist, and I will explain that as a mathematician we don't really know what it is in most cases, and that's what she was interested in. And then I'll tell you, okay, she made many important contributions, but I'll tell you about one of them, which I think perhaps is, at least in my opinion, the most important. So since I think this is a big and broad audience, I will start by just saying a few words about quantum mechanics. So perhaps the most shocking thing about quantum mechanics is that when we are, well, first of all, it doesn't predict the truth that something's going to happen. It just predicts probabilities of different events. And then the way that we compute these probabilities is that there's a number called the probability amplitude, which is some complex number that we can associate to certain thing happening. And then, for instance, in the famous experiment of the double slit, where we have some particles going through some slit. Okay, I guess here there's
one slit in the middle. So there should be two, but yeah, I just realized. Yeah, but we have to add the kind of the amplitude of the particle going through one slit and the other, and then we take the absolute value squared of the sum of these amplitudes, and that's the actual probability of finding a particle at a given position. Okay, and this of course led to kind of infinite confusion at the beginning of quantum mechanics. This year it's 100 years since it was discovered by Heisenberg, Schrödinger, and others. But then about 20-something years later, there was this paper by Richard Feynman. So this was in 1948 in April, where he introduced a different idea how to think about quantum mechanics, which was very different to that of Heisenberg and Schrödinger. It didn't involve differential equations or matrices. It involves something called the path integral that I'll explain in the next slide. And some people have described this as a physicist's dream and a mathematician's nightmare. This is because, as I will explain, it gives you a beautiful, intuitive picture of how quantum mechanics works. But except in a very few cases when we've tried to make sense of this kind of completely rigorously mathematically, we haven't been able to. And I'll have a comment on this on my last slide. So what is this Feynman path integral? So what Feynman told us is that if you want to ask what is the probability amplitude, say, of having a particle going from some point A in this room to some other point B in this room, then okay, you have amplitudes for particles going in along some path. Like here I represented 3 different paths. And there's a number called S, which is it's called the action. It's a functional of the path. You give me a path and I just have this action, which is a number. And then I just take the exponential of this action divided by Planck's constant, and that tells me the amplitude. And then I need to sum over all paths. And by all paths, we really mean all paths. So if I want to ask the question, what is the probability that a particle goes from this end of the table to that end of the table, I need to include the amplitude for a particle going from here to the Andromeda galaxy, going around 3 times, coming back and going to the end of the table. Okay, of course, that contribution is very small, but that's what the path integral instructs us to do. And this is a picture of Feynman and Dirac at some Pocono conference, actually in 1948, where they're probably discussing this. We don't know, because this idea was actually inspired by some comments in an older paper by Dirac that pointed out that this exponential was kind of the right quantity to be thinking about. I thought this was in Pocono, but maybe you're right. Yeah, yeah. I guess Dirac looks older here, so you must be right. Yeah. Okay, so the amplitude is this formal expression where we says we have this exponential of this action. So this action is essentially the sum over the potential energy, the kinetic energy, and the potential energy at every point in the path. So we just have to sum that over all times in the path. So it's actually also an integral, but just schematically. And then you have to do an integral over all possible paths. Okay. But I think we don't really know what we mean by this measure. We have a way to calculate it via various limiting procedures, and we can get correct answers that agree with our experiments. But this is something that no one has been able to make fully sense of, at least to the standards of mathematicians. And actually, it gets even worse, because I was telling you about paths of a particle going from A to B, but when we go to quantum mechanics and when in combination with special relativity, so this is what's called quantum field theory. So for instance, the quantum theory of the electromagnetic radiation that Feynman and Schwinger and others figured out, then the possibilities are not only the particles going from A to B, but particles can be created and destroyed. So you need to sum over all possible events that can happen. So you can have an electron and a positron annihilated into some photons or in some bit of light, and then being created again. And then, so each one of these pictures represents a possible process that can happen. And then Feynman told us that we have to sum over all of them, and he gave us some rules of which number to assign to each one of these processes, which are very simple to use. But actually, even when he introduced this, those rules were not really based on this. Like they were inspired by this path integral, but they were not directly based. So it took some effort to make sense of these pictures that Feynman was drawing, because they were clearly getting the correct answer, but no one knew why.
Okay, so I think this is when Cecile actually arrives in the US. So this here, there's some little text in an article then Freeman Dyson, which I'll talk about in the next slide, commented. So it was an article about the work of Feynman, and he says, in the next letter, a great woman appears, whose name was then Cecile Moret. And she was in 48 a member of IAS, arriving from France via Dublin and Copenhagen. So she was a PhD student in the Institute for Advanced Studies in Dublin. Shortly after Schrödinger renounced his directorship there, so Heidler was the director, and then she went to Copenhagen. So she got recommendation letters from both Bohr, Niels Bohr, and Heidler that Oppenheimer read, and he offered this position. So this is actually a picture of the cable that he sent offering the position. The typos are what appear here. So on the recommendation of Bohr and Heidler, I'm glad to offer you a membership at the School of Mathematics for 2 years. And this is the card from CNRS that we already saw. And I found it interesting, the comment that Dyson made, which is, okay, she was the first of a younger generation to grasp the full scope and power of the Feynman path integral approach to physics. While I was concerned with applying Feynman's methods to detailed calculations, she was thinking of larger issues, extending the path integral idea to everything in the universe, including gravitation and curved spacetime. So she kind of immediately grasped the importance of this thing, and actually, this is her own words that apparently when she arrived at IAS, she kind of hit it off with Dyson. They have many interesting discussions, and he invited her to go with him to Cornell to visit Feynman, to talk to him, to try to make sense of what these pictures that Feynman was drawing, these Feynman diagrams, and then, okay, Dyson also gave a set of lectures in Princeton, trying to explain to like everyone there what was really going on. And I think she was kind of one of the 3 people at the time that actually understood what was going on. So let me mention the paper that I think is very important. So this paper is in March of 1951, so it's very shortly after Feynman's paper, also around the same time that maybe a bit earlier than the work by Yvonne Choquet-Proust that we heard about. So the paper is called On the Definition and Approximation of Feynman's Path Integrals. And in this paper, she introduces this very important idea, which is called the semi-classical approximation to the path integral. So what is this? So when we are summing over all of these paths, then, okay, classically, we don't see the particle going off to Andromeda, going around 3 times, coming back. So we see that the particle follows like some precise path. And this is what follows the classical equations of motion of Newton and others. And the idea is that that's the path where the action doesn't change much around. So if I look at that path and I look at the neighboring path, this action, this S number that I get given a path, doesn't vary too much. And actually this stationarity is essentially the classical equations of motion. And this was, I mean, Feynman was aware of this when he wrote these path integrals, but kind of to translate that into a precise formula for this amplitude with the right prefactor, that was not a trivial task. And in this paper, Cecile introduced this idea of, okay, we can just expand around this classical path and include quantum correction systematically and get the quantum probability as a correction in Planck's, as a series in Planck's constant, which is a small number. Okay. So this is the key formula that she presents at the beginning of this paper. So here you see that this k of x, k plus 1, k is the probability of the particle going from position k to k plus 1. And it's this exponential that I mentioned of this action functional. And then there's this important determinant. So there's a square root of a determinant of a matrix, which is essentially the matrix of second derivatives of this action functional, which is now called the... Okay, this appeared in some old papers of Van Vleck, but so she called it the Van Vleck determinant, but everyone calls it the Van Vleck-Moret determinant. And actually, I think she was the one that pointed out that this is very important.
And of course, she explained how to go. So this is just the leading approximation, and she explained how to go systematically beyond this. And this is actually key to many further developments in physics. This idea of the semi-classical approximation has been extremely powerful. It's why many physicists like this path integral rather than kind of the old way of doing quantum mechanics, because we can expand around what we really understand, which is the classical physics, which is what we are familiar with from our daily lives. And so there's things like radiative symmetry breaking, these famous papers by Coleman and Weinberg that essentially do this kind of thing, some semi-classical analysis. My favorite calculation of the Hawking radiation is using something called Euclidean quantum gravity, also using semi-classical methods by Gibbons and Hawking. Even the work of former professor of IHS, Vasily Pestun, this thing called supersymmetric localization. This determinant actually plays a very important role, and it's key to getting the right answers. And of course, in mathematics, there's many other places where this actually determinant or generalizations for theories of fields are very important. So, for instance, the theory of the analytic torsion by Ray and Singer, which I think appeared in one of these previous pictures, can also be obtained via this kind of one loop or kind of semi-classical analysis of some path integral. Okay, but actually, I mean, what she was trying to do with this paper and a lot of her work, we saw this book that she wrote with Cartier, is really to make sense of this path integral. And I think this was a very ambitious project. She recognized immediately the importance of this. And but it's an unfinished project. But I think there's no lack of merit in that, because even the usual calculus, it took almost 200 years between Newton and Leibniz and until it was made rigorous by Cauchy and Weierstrass. Okay, so Feynman published this path integral in 1948, and she didn't even wait a decade to try to make sense of it. And I think it's still a work in progress. She dedicated a large part of her career to try to make sense of this. But it's clearly a true fact about nature that such an object exists. And I hope maybe following along some of the ideas that she outlined in her work, maybe it requires some new ideas that will eventually be able to make sense of it. So I think her work has inspired many people, including myself, and I think it will continue to do so in the future. Thank you.